Trump a une stratégie pour mettre fin au conflit en Ukraine et elle pourrait présenter des avantages inattendus pour les États-Unis et l'Ukraine. Nous examinons ici ce que nous comprenons aujourd'hui de l'agenda de Trump et de ses implications pour la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Nous commençons par une question cruciale. Pourquoi Donald Trump est-il si déterminé à mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine? La solution semble évidente à première vue. Mettre fin au conflit en Ukraine contribuerait à ramener la paix en Europe et permettrait aux États-Unis de satisfaire les ambitions expansionnistes du président russe Vladimir Poutine. En plus d'économiser des milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine, des centaines de milliers de vies seraient sauvées. Telle est peut-être la perspective humanitaire et économique du plan de paix. Cependant, les véritables motivations de Trump pour vouloir la paix sont un peu plus complexes. Tout d'abord, nous devons tenir compte du fait que la popularité de Trump auprès d'une importante base isolationniste américaine a contribué à son ascension au pouvoir. Ce fait a été mis en lumière dans un article publié en septembre 2024 par Foreign Affairs qui affirmait que les internationalistes, tant au niveau national qu'international, étaient préoccupés par le fait que Trump remporte à nouveau la présidence. Ils craignent que Trump ne prenne des mesures pour saper l'ordre libéral établi et défendu par les États-Unis et leurs alliés depuis la Seconde Guerre mondiale. La déclaration est théâtrale, mais elle laisse entrevoir la possibilité que Trump décide de restreindre la participation des États-Unis à l'OTAN, par exemple. Après tout, M. Trump a déjà laissé entendre qu'il avait l'intention de se retirer de l'Organisation de défense collective, mais plutôt que d'exprimer un véritable souhait de se retirer de l'OTAN, ces déclarations ont été faites en réaction à l'incapacité des alliés de l'Amérique à payer leur part. En mars 2024, Trump a déclaré que tant que les autres pays de l'OTAN joueraient franc jeu, les États-Unis resteraient pleinement dans l'alliance. En d'autres termes, comme les États-Unis, ils consacreront une part plus importante de leur PIB à la défense. En réponse, de nombreux pays de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses. Selon la BBC, l'OTAN prévoit que 23 de ses 32 membres atteindront le seuil recommandé d'au moins 2% du PIB pour les dépenses militaires d'ici 2024 par rapport à 2023 où seuls 11 membres de l'OTAN atteignaient cet objectif. Il s'agit d'une augmentation significative. Les remarques de M. Trump ont manifestement eu un effet en aidant le reste de l'Europe à prendre conscience de l'ampleur de la menace que la Russie fait peser sur l'Europe et il y a probablement peu de chances qu'il oblige les États-Unis à quitter l'OTAN. L'attrait de Trump pour les conservateurs isolationnistes est cependant indéniable, ce qui nous ramène à sa stratégie de paix. Le Pew Research Center a montré en juillet 2024 que les républicains et les démocrates étaient à peu près également divisés sur le montant de l'aide que les États-Unis devraient apporter à l'Ukraine. Selon l'étude, une courte majorité de 49% pense que les États-Unis n'ont aucune obligation de soutenir l'autodéfense de l'Ukraine contre la Russie. Les républicains sont plus enclins que les démocrates à partager cette opinion, 62% d'entre eux estimant que les États-Unis ne devraient pas aider l'Ukraine et 38% des démocrates étant du même avis. Le sentiment véhiculé ici est assez évident. De nombreux partisans de Trump estiment que les États-Unis n'ont aucune obligation d'aider l'Ukraine. Par conséquent, le fait que la proposition de paix de M. Trump offre aux États-Unis un moyen de sortir du conflit ukrainien est l'une des raisons pour lesquelles il est si déterminé à la mettre en œuvre. Outre le fait qu'elle pourrait réduire le montant de l'aide militaire que les États-Unis accordent à l'Ukraine, la fin de la guerre réduirait la probabilité que les États-Unis aient à s'impliquer directement dans le conflit. Cela satisfera les souhaits d'une petite majorité aux États-Unis ainsi que la base du président élu, mais M. Trump souhaite élaborer un plan de paix pour de nombreuses raisons et il n'est probablement pas motivé en premier lieu par le désir d'isoler les États-Unis. L'America First Policy Institute, ou AFPI, a publié en avril 2024 un rapport d'études rédigé par l'ancien lieutenant général Keith Kellogg et Fred Fleitz, qui ont tous deux travaillé au Conseil de sécurité nationale pendant le premier mandat de M. Trump. Le document publié par l'AFPI donne un aperçu de la manière dont M. Trump et son futur gouvernement pourraient envisager le conflit, bien que l'organisation ne soit pas bipartisane. Cette prise de conscience a permis de justifier davantage le désir de M. Trump de faire avancer sa proposition de paix. Tout d'abord, selon Kellogg et Fleitz, l'Ukraine a été condamnée dès le départ par le choix du président Joe Biden au début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Le rapport se concentre sur la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022 qui n'a pas réussi à reconquérir la zone que l'Ukraine avait perdue au cours des premiers mois de l'invasion. Selon le rapport, la contre-offensive de l'Ukraine s'est arrêtée à l'automne 2022 parce que les États-Unis et leurs alliés n'ont pas fourni à la nation les armements dont elle avait besoin pour poursuivre la bataille en vue de reprendre ses territoires. En outre, le rapport mentionne que les États-Unis et l'Ukraine n'ont pas de pacte de défense d'aucune sorte et que les États-Unis ont constamment limité l'utilisation par l'Ukraine des armes qu'ils lui fournissent. Le rapport reproche au président sortant de ne pas avoir fait plus pour aider dans les premières phases du conflit, même s'il reconnaît que M. Biden a eu raison de maintenir les forces américaines hors d'Ukraine.
En conséquence, Poutine a pu envoyer ses forces en Ukraine, ce qui a déclenché la guerre actuelle. Selon la publication, les États-Unis ont créé une situation ingagnable pour l'Ukraine en agissant trop peu et trop tard. Elle laisse également entendre que le président Biden était prêt à abandonner l'idée de sauver l'Ukraine en faveur d'un passage sûr pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky afin qu'il puisse quitter Kiev. Cette offre a été refusée par Zelensky, l'Ukraine a continué à se battre. La FPI estime que les États-Unis ont perdu l'occasion d'arrêter le conflit dans ses premières phases. Il est désormais trop tard. Plus de 10 soldats nord-coréens sont entrés en Russie, rejoignant une contre-offensive à Koursk qui compte actuellement 50 hommes. En outre, elle a modifié sa politique nucléaire pour pouvoir attaquer tout pays qui la frappe sur son propre sol avec le soutien d'un pays doté de l'arme nucléaire comme les États-Unis. La volonté de Trump de proposer un plan de paix est principalement motivée par ce type d'escalade. Étant donné que Poutine a été autorisé à étendre le conflit au point que l'Ukraine est incapable de le repousser, le futur président pourrait considérer la guerre en Ukraine comme une entreprise futile pour le partenaire de l'Amérique. Dans le camp de Trump, une victoire russe peut sembler certaine, mais elle pourrait prendre quelques années de plus. Trump pourrait faire valoir qu'il vaut mieux faire la paix maintenant plutôt que plus tard, lorsque l'Ukraine sera encore plus vulnérable. En ce qui concerne la Corée du Nord, M. Trump et son équipe s'inquiètent également de la coopération croissante de la Russie avec l'un des plus grands parias du monde. Une bataille prolongée en Ukraine risque également de renforcer l'alliance déjà existante entre la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, comme le note l'AFP. Ce rapport est exact, la guerre en Ukraine a renforcé les relations entre ces trois nations et la Corée du Nord en est sortie grande gagnante. La Corée du Nord et la Russie ont signé un accord de coopération en matière de défense en juin 2024 qui garantit que les deux pays se soutiendront mutuellement en cas d'attaque. Au-delà de cet accord formel, la Corée du Nord a envoyé au moins 8 millions d'obus d'artillerie à la Russie, permettant à Poutine de poursuivre ses bombardements incessants des fortifications des villes ukrainiennes. La Russie a déjà fait bon usage de cet accord en faisant entrer en son sein les 10 soldats nord-coréens. Bien qu'il n'ait pas conclu d'accord de coopération en matière de défense avec la Russie, la Chine et l'Iran ont également vu leur relation avec Poutine s'approfondir. En mars 2024, un mois avant la publication du document de l'AFPI, les trois nations ont participé à des exercices navals combinés et la Chine et l'Iran fournissent à la Russie diverses formes de soutien. Selon l'Arms Control Association, l'Iran et la Russie ont conclu un accord en octobre 2023 pour que l'Iran livre des centaines de missiles à Poutine. Les 3 aérodrones Shahid que la Russie a déjà reçus de l'Iran seraient complétés par ces armes. En septembre 2024, la Chine aurait également commencé à fournir des armes à la Russie, malgré l'apparition de ce qu'une source occidentale a qualifié de preuves évidentes sur Sky News. La Chine a été un excellent marché pour le pétrole russe que Poutine ne peut pas vendre en Europe, même en l'absence d'armes. En outre, elle a fourni au gouvernement russe des pièces à double usage qu'il peut utiliser pour maintenir ou développer son arsenal sans que la Chine ne lui fournisse explicitement des armes mortelles. Certains pensent même que la Corée du Nord, la Chine, la Russie et l'Iran sont en train de former un nouvel axe du mal, semblable à l'axe formé par le Japon, l'Italie et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce nouvel axe anti-occidental, connu sous le nom de CRINC, permettrait à ces 4 pays de se renforcer mutuellement contre les États-Unis. Selon l'étude America First, une attitude hostile à l'égard de la Russie l'a non seulement inutilement tournée contre les États-Unis, mais l'a également poussée vers la Chine, ce qui a ouvert la voie à la formation de cet axe. Bien que le plan de paix de Trump ne soit peut-être pas en mesure d'éradiquer le nouvel axe du mal, il espère que la promotion de la paix entre la Russie et l'Ukraine améliorera également les liens entre les États-Unis et le gouvernement de Poutine, réduisant ainsi l'impact de CRINC sur l'avenir de la planète. La 4e raison pour laquelle M. Trump fait pression en faveur d'un plan de paix pour l'Ukraine est que les États-Unis risquent de manquer de munitions, ce qui fait de l'attaque de l'Alliance CRINC une priorité absolue. Les États-Unis ont fourni plus de 113 milliards de dollars à l'Ukraine au cours des 2 premières années du conflit et 61 milliards de dollars supplémentaires ont été engagés en avril 2024 selon les recherches de l'AFP. La majorité de ces fonds ont été utilisés pour le soutien militaire. L'étude affirme que cela a entraîné un problème de stock. Un exemple important est l'utilisation des missiles Stinger. Avec les taux de production actuels, il faudra 13 ans aux États-Unis pour récupérer les 2 missiles qui ont été transférés à l'Ukraine. Malgré un plan de production de 14 obus par mois, les États-Unis ont également fourni plus de 255 d'obus d'artillerie à l'Ukraine. Sur ce front, certaines mesures ont déjà été prises. La base industrielle de défense américaine a plus que doublé sa production d'obus d'artillerie, selon une évaluation de la politique étrangère de mars 2024.
Elle prévoit de produire 30 0 obus d'artillerie par mois en 2024, 50 0 en septembre et idéalement 100 0 à la fin de 2025. Néanmoins, il est évident que les États-Unis ont un problème de thésaurisation. Ce problème de munitions n'est pas propre aux auteurs du rapport de l'AFPI. Selon Foreign Policy, le département de la Défense a demandé 1,2 milliard de dollars de moins pour la production d'armes conventionnelles à guidage de précision en 2025. Avec la promesse d'acheter plus de bombes, l'année suivante, le Pentagone est accusé de faire du surplace. Compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine sur les ressources militaires américaines et du fait que M. Trump semble vouloir resserrer les liens avec la Chine en imposant des droits de douane supplémentaires, il se pourrait que ce ne soit pas assez tôt pour lui. Il est prévu que M. Trump augmente les droits de douane élevés que les États-Unis imposent sur un large éventail de produits chinois. Selon Reuters, ces droits pourraient atteindre 40% d'ici 2025. Le problème est que des choix de ce type envenimant les relations entre les États-Unis et la Chine et la possibilité d'une invasion chinoise de Taïwan dans les années à venir rend le problème des stocks américains encore plus pressant. Selon le Center for Strategic and International Studies, la base industrielle américaine n'est pas prête à affronter la Chine, en particulier si la situation en Ukraine perdure. Des parties importantes des forces chinoises et américaines pourraient être détruites lors d'une bataille entre les deux pays et la capacité de créer de nouvelles armes fait défaut. Trump doit tenir compte de la Chine lorsqu'il décidera de la suite à donner à la guerre. Il plaidera en faveur de la paix, car cela permettra aux États-Unis de cesser enfin de fournir autant d'armes à l'Ukraine, alors que les réserves de munitions de l'Amérique s'épuisent. Ce faisant, il serait en mesure de se réapprovisionner et d'être prêt pour des conflits dans d'autres régions. Nous avons donc nos justifications pour le plan de paix pour l'Ukraine. Trump s'attache à reconstituer les stocks de munitions, à cesser de soutenir une guerre que certains pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner, à limiter la montée en puissance de Krink et à faire appel à l'isolationnisme croissant de l'électorat. Mais qu'en est-il du plan proprement dit? À ce stade, les détails commencent à manquer de clarté. Les commentateurs en sont réduits à deviner les pensées de Donald Trump, qui est resté silencieux sur sa proposition de médiation pour la paix en Ukraine. La croyance la plus répandue, cependant, est que Trump essaiera de parvenir à un accord où la Russie et peut-être l'Ukraine conserveraient les acquis qu'elles ont obtenus jusqu'à présent dans le conflit et seraient divisées par une zone démilitarisée. L'idée est assez similaire à celle de la zone séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est également gardée par les troupes de l'OTAN pour s'assurer qu'aucune des parties ne tente de s'infiltrer. Lors d'une apparition au Sean Ryan Show en septembre 2024, le vice-président de Trump, J.D. Vance, a confirmé ces informations. M. Trump rencontrerait des représentants de la Russie, de l'Ukraine et du reste de l'Europe et leur dirait « Vous devez déterminer à quoi ressemble un règlement pacifique ». Selon M. Vance, cité par le New York Times, le vice-président de Trump a ensuite présenté une stratégie possible dans laquelle la Russie conserverait le territoire qu'elle a déjà revendiqué en Ukraine jusqu'à ce qu'une zone démilitarisée soit établie à travers les lignes de combat existantes. Là, si l'Ukraine possède toujours le territoire qu'elle a pris à Koursk au moment où les négociations de paix commencent, cela signifierait vraisemblablement qu'elle le garde. Selon M. Vance, le camp ukrainien serait ensuite fortement renforcé pour le protéger contre de futures attaques russes. Cette stratégie exigerait également de l'Ukraine qu'elle fasse des compromis. M. Vance a déclaré à M. Ryan « Elle n'adhère pas à l'OTAN, elle n'adhère pas à certaines de ses institutions alliées ». C'est ce qu'il semble être en fin de compte, je crois. En novembre 2024, l'Economic Times a publié un article qui approfondit cette stratégie possible. Selon ce rapport, un mélange de troupes européennes et britanniques patrouillerait dans la zone tampon qui s'étendrait sur environ 800 miles de long et couvrirait la ligne de front actuelle. Ces troupes se comporteraient de manière impartiale, ne favorisant ni l'Ukraine ni la Russie. Il est intéressant de noter que le déploiement de troupes américaines dans la zone tampon n'est pas mentionné. Les États-Unis ne fourniront pas de troupes, mais ils pourraient proposer une formation et d'autres formes d'assistance. Nous n'enverrons pas d'hommes et de femmes américains pour maintenir la paix en Ukraine et nous ne paierons pas pour cela, il a déclaré un membre de la campagne Trump. Les Britanniques, les Français, les Allemands et les Polonais devraient s'en charger. L'Economic Times affirme que dans le cadre du plan de Trump, les États-Unis s'engageraient à renforcer les défenses de l'Ukraine, mais au prix d'un report de 20 ans des aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Cela est probablement dû au fait que Trump craint que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, une seconde invasion russe se produise, ce qui violerait l'article 5 de la charte de l'OTAN. En outre, M. Trump craint d'intensifier encore la confrontation de la Russie avec les États-Unis et la lutte de la Russie avec l'Ukraine, étant donné que l'on peut supposer que les 32 pays membres de l'OTAN apporteraient une aide plus immédiate à l'Ukraine en cas de seconde invasion. Permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'alliance pourrait être considéré comme une mesure d'escalade. Pour résumer, M. Trump cherche à négocier un accord qui réduise la probabilité que les États-Unis et d'autres pays occidentaux
soit entraîné dans une troisième guerre mondiale. Monsieur Trump ne déclare pas que l'Ukraine ne pourra jamais adhérer à l'OTAN, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Bien qu'elle doive attendre au moins 20 ans, l'adhésion à l'OTAN est une possibilité à l'avenir. La pause de 20 ans pourrait avoir pour but d'empêcher une reprise rapide des hostilités après l'adhésion à l'OTAN. Aussi sinistre que cela puisse paraître, Monsieur Trump pense peut-être aussi à la possibilité qu'au terme de ces 20 ans, Monsieur Poutine, âgé de 72 ans, soit décédé. Celui qui le remplacera pourrait être plus favorable à l'Ukraine. À première vue, ce plan de paix peut sembler judicieux, mais il y a des problèmes à prendre en compte des deux côtés. Si la description que fait M. Vance du plan de M. Trump est exacte, l'Ukraine serait contrainte de céder 20% de son territoire actuel à la Russie. De grandes parties du Donbass, de Mariupol, de Kherson et de Louhansk entre autres, seraient ainsi perdues. En outre, l'Ukraine n'aura pas récupéré la Crimée annexée par la Russie en 2014. La ville de Koursk pourrait être une source de conflit. L'Ukraine s'est emparée d'environ 450 km² de Koursk au cours des premières semaines de sa contre-invasion du territoire russe en août 2024. Depuis que Poutine a lancé une contre-offensive avec 50 soldats pour reprendre la zone, il se bat actuellement vaillamment pour conserver la plus grande partie possible de cette région. Poutine serait-il prêt à renoncer à Koursk en échange des 20% de l'Ukraine qu'il a pris, en supposant que l'Ukraine puisse attendre que Trump entame des pourparlers de paix? Cela semble peu probable. Trump a au moins un certain poids dans cette situation, mais l'Ukraine serait également réticente à céder un territoire qu'elle a si durement défendu. Si l'Ukraine n'accepte pas la paix qu'il propose, il pourrait menacer d'arrêter ou du moins de réduire considérablement le montant de l'aide que les États-Unis fournissent au pays. Zelensky devra alors prendre une décision difficile, car il sera extrêmement difficile pour l'Ukraine de poursuivre le conflit sans l'aide des États-Unis. Soit donner à Poutine une partie de l'Ukraine en échange du maintien des 80 Prozènes qu'il contrôle actuellement, soit continuer à se battre jusqu'à une défaite quasi certaine, comme le prévoit l'AFP. En ce qui concerne la Russie, la réponse de Poutine à cette itération de la proposition de paix de Trump est encore inconnue. Il a sans aucun doute déclaré qu'il était favorable à un cessez-le-feu. Selon un article de Newsweek datant de novembre 2024, il est ouvert à des négociations mais insistera sur un certain nombre d'exigences importantes. L'arrêt des efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN fait partie de ces exigences. Si Poutine est plus préoccupé par son propre héritage que par l'avenir de la Russie et de l'Ukraine après sa mort, le plan de Trump s'en chargera, au moins pendant 20 ans. La deuxième condition est que Poutine refuse à l'Ukraine toute concession substantielle. Si Koursk fait partie de la ligne de front démilitarisée proposée par Trump, elle pourrait constituer une pomme de discorde. Poutine pourrait négocier pour récupérer la zone revendiquée par l'Ukraine à Koursk tout en conservant ce qu'il a revendiqué en Ukraine jusqu'à présent, car nous avons déclaré qu'il est peu probable qu'il veuille céder une partie de la Fédération de Russie à l'Ukraine. Il y a là un autre point de désaccord. Dans quelle mesure Poutine désire-t-il Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhia? La Russie a fait part de son intention d'intégrer pleinement ces 4 régions à la Fédération de Russie. Le problème est que, malgré tous les efforts déployés par Poutine en 2024, la Russie ne détient qu'entre 70 et 80% de la superficie totale de ces territoires. Poutine pourrait vouloir utiliser les moins de 10 miles carrés restants de l'Ukraine dans les 4 régions pour atteindre ses objectifs maximalistes. Pour un président russe qui veut rarement faire des concessions, renoncer à des terres qu'il n'a pas encore prises mais qu'il veut incorporer à la Russie serait excessif, mais il est possible que Poutine change d'avis. Selon Newsweek, 3 des 5 fonctionnaires russes qui ont fourni les documents pensent que Poutine pourrait entamer des négociations. Poutine pourrait se montrer conciliant, mais les divisions précises de ces 4 zones pourraient faire l'objet d'un examen minutieux. Il pourrait suffire que l'Ukraine offre en échange à Koursk les 10 km² que la Russie n'a pas encore pris en défendant sa nation et en s'emparant d'une partie importante de l'Ukraine grâce à son opération militaire unique. Poutine serait en mesure de revendiquer un triomphe russe majeur. Par conséquent, la question de savoir si Poutine souhaite acquérir complètement ces 4 territoires et si l'Ukraine est prête à les céder, le cas échéant, pourrait déterminer la réussite du plan de paix de Trump. Après avoir entendu tout cela, on pourrait penser que la stratégie de Trump est étonnamment favorable à Poutine. Elle ressemble en partie à la proposition de paix que Poutine dit avoir présentée peu après son invasion. Ce plan, comme l'approche actuelle de Trump, aurait permis à la Russie de consolider ses gains territoriaux en Ukraine en 2022, selon Chatham House. Toutefois, ce plan était assorti d'autres conditions, telles que l'engagement de l'Ukraine à une neutralité permanente et la réduction de la taille et de la puissance de son armée en échange de garanties de sécurité de la part de Moscou. En d'autres termes, l'Ukraine devrait éroder en permanence ses défenses afin d'empêcher une nouvelle invasion russe. Les différends territoriaux et une éventuelle capitulation de l'OTAN qui garantirait la neutralité sont tous deux inclus dans le plan de Trump. C'est pourquoi il a inclus une zone démilitarisée et un engagement américain à fortifier l'Ukraine dans son plan de paix prévu pour 2022.
Il est également essentiel de noter que Trump n'est pas du tout pro-russe. Par exemple, au cours de son premier mandat présidentiel, après l'invasion de la Crimée par la Russie, il a autorisé le transfert d'armes mortelles à l'Ukraine, telles que des canons, des lance-roquettes et des missiles Javelin. Dès le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, l'Ukraine a constaté que ces armes étaient d'une grande utilité. Il a également fourni un paquet d'aides de 250 millions de dollars comprenant des systèmes de radar, des fournitures médicales et des équipements de vision nocturne, mais ce paquet a été gelé puis dégelé après des querelles politiques. Monsieur Trump a également été l'opposant le plus virulent à la construction du gazoduc Nord Stream 2, approuvant même des sanctions à l'encontre de toute entreprise ayant aidé le géant gazier russe Gazprom dans le cadre de ce projet. À l'époque, il avait déclaré que ce gazoduc de 764 miles ferait de l'Allemagne l'otage de la Russie. Même si les États-Unis ont fini par approuver ce projet quelques années plus tard, la résistance de M. Trump montre qu'il n'est pas homme à s'incliner devant M. Poutine. D'autres preuves que la frappe de Trump a tué entre 200 et 300 combattants mercenaires russes viennent de son approbation d'une frappe aérienne contre des mercenaires russes opérant en Syrie en 2018. On peut légitimement soutenir que toute attaque contre ces groupes de mercenaires est une attaque contre la Russie, elle-même étant donné leur fréquence dans le conflit en Ukraine, et Trump a autorisé une telle attaque. Il semblerait donc que le plan de paix de Trump en Ukraine cède à la Russie, et toutefois cette idée est la seule façon de ne pas continuer à soutenir un conflit que l'administration Trump estime que l'Ukraine ne peut plus gagner, du moins de son point de vue. Selon M. Trump, cette proposition évitera à l'Ukraine de subir davantage de dommages et de perdre progressivement son territoire. En outre, elle éliminera la possibilité pour les nations occidentales de devoir s'engager dans un combat direct. M. Trump affirme que son approche ne comporte aucun compromis. Il affirme qu'il met fin à une impasse qui dure depuis longtemps et qui fait des milliers de victimes des deux côtés du conflit. Mais que pensez-vous du plan de paix de Trump pour l'Ukraine? Dans sa conversation avec Sean Ryan, J.D. Vance a laissé entendre à quoi il ressemblerait. Poutine et Zelensky accepteraient-ils un accord de paix dans lequel la Russie ne revendiquerait pas autant de territoires qu'elle l'aurait souhaité et où l'Ukraine perdrait des territoires? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.